Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler du biopic historique tant attendu sur Napoléon réalisé par Ridley Scott et que beaucoup de gens voulaient détester avant même sa sortie ce mercredi en salle. Pas mal de polémiques avec des historiens et tout, mais peu importe, on va se concentrer ici sur une œuvre cinématographique de 2h40 environ qui aura une version longue sur Apple TV+, de plus de 4 heures. Il faudra qu'on revienne sur ce point quand même. Et au casting, donc, pour interpréter le général et empereur français, Joaquin Phoenix, qui avait déjà eu un rôle similaire d'empereur dans Gladiator, puisqu'il y jouait Commode. À ses côtés, Vanessa Kirby, qui interprète l'épouse de Napoléon, Joséphine, et pas mal de PNJ autour. Bon, j'exagère à peine, mais c'est vraiment très centré sur ces deux personnages. Déjà, je m'attendais à voir Ludivine Sagnier, qui était annoncée au casting, mais elle a été coupée au montage, donc on la verra dans la version longue. J'ai quand même reconnu Rupert Everett, qui joue le duc de Wellington, notamment vers la fin. Et j'adore cet acteur. Ian McNeice, qui joue vite fait Louis XVIII, que j'avais découvert dans Les Venturins en Afrique. Sinon, bah, ah oui, il y a Tahar Rahim aussi, très important. Notamment au début, là, pendant le directoire. Bon. Et alors, véracité historique ou pas? Alors, pas vraiment, hein. Je vous renvoie aux propos de Ridley Scott. Mais on va suivre l'existence de Napoléon entre 1789, où il va être témoin de la décapitation de Marie-Antoinette. Alors, ça, c'est pas du tout véridique, mais bon, hein. Jusque, donc, à la fin de sa vie, sur l'île de Sainte-Hélène, où il va mourir, en exil. Et bien sûr, entre-temps, on va le voir accéder au pouvoir petit à petit, être sacré empereur, et puis avoir des campagnes militaires plus ou moins glorieuses, Austerlitz et Waterloo. Voilà. Ah, j'aurais aimé que Ridley Scott mette le morceau de ABBA en fond à ce moment-là, vu ce qu'il avait fait comme choix musicaux dans House of Gucci, mais non, quand même. Bah, on reviendra un petit peu sur la musique aussi, mais d'abord, évidemment, je vais y aller de mon avis quasi à chaud, puisque là, à part le trajet de retour en voiture, c'est vraiment comme si je sortais de la salle. Et c'est quand même assez prodigieux de proposer un film qui tient autant en 2h40, alors que tu sens que ça a été assez charcuté, que ça va trop vite par moment, et que c'est clairement pensé pour durer quasi 2 fois plus, enfin 2 heures de plus en tout cas, presque. Ça, c'est un peu la magie de Ridley Scott, je trouve, parce que ça a beau être un metteur en scène décrié, notamment sur ses films les plus récents, à part Le Dernier Duel, qui quand même était plutôt bien accueilli. Moi, je le trouve fascinant dans ce qu'il tente, dans ce qu'il ose, et en mode « je fais ce que je veux ». Eh bien, même avec Napoléon, il y allait franco. Je pense que ça aurait pu aller plus loin sur certains trucs, mais ça, à mon avis, la version longue pourra nous rajouter quelques moments pimentés. Parfois c'est un peu sage, notamment comment donc Napoléon est représenté. Mais grosso modo, malgré parfois le rythme un petit peu paf, 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 voilà, on passe d'une scène à une autre, et trop rapide sur certains points quand même, notamment sur les discours politiques, tout ça, comment vraiment il est devenu empereur, on voit, mais ça aurait dû être un peu plus travaillé. Franchement, il y a une vraie réussite derrière, et Ridley Scott n'a pas raté son pari. Et je trouve que les polémiques que j'ai lues jusqu'ici, vite fait, parce que franchement j'ai pas vraiment fait gaffe à tout, parce que ça me saoule ça. Moi, quand je vais voir un film, je vais voir un film. Je vais pas commencer à discuter et machin avant de m'en rendre compte par moi-même. Mais ouais, bon, sur la véracité historique, bien sûr qu'il y a de grosses libertés. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de cette période historique française, mais ça se sent, rien que l'histoire de Marie-Antoinette au début, l'histoire de Joséphine qui meurt pas au bon moment aussi, bon. Ok, mais alors au-delà de ça, ça reste quand même assez lisible sur les grandes lignes, et je trouve que sur le plan cinématographique, Ridley Scott ne perd pas la main. Et c'est amusant parce qu'on l'avait laissé sur House of Gucci, il y a une logique là, hein, avec ces gens du pouvoir, enfin, qui ont, on va dire, tout l'or du monde entre leurs mains, une sorte d'empire, hein, Gucci c'était ça, et qui sont un peu déconnectés des choses, avec aussi cette histoire d'amour. Vous voyez, il y a ces liens qu'on va faire. Bon, évidemment, c'est très différent, là. Mais Gucci, il aime bien triturer ces personnalités qui ont compté par rapport à leur emprise sur les autres. Là, évidemment, Napoléon, c'était du pain béni pour lui. Et je trouve
d'autres polémiques, hein, venues donc de sphères, on va dire, très à droite, entre guillemets, qui apprécient beaucoup Napoléon, hein, qui disaient que ça dénaturait Napoléon, que c'était une insulte à la France. Pas du tout. Je trouve que c'est très nuancé même. Alors oui, il y a des moments un peu dans la sphère privée où on sent qu'il est un peu ridicule, mais le jeu qu'il entretient avec Joséphine, c'est très spécial, quoi. On n'est pas loin du rapport dominé-dominant, mais là aussi, je pense que la version longue pourrait apporter plusieurs choses en plus, peut-être sulfureuses, vite fait. Bon. Mais franchement, sur le reste, on a quand même un Napoléon qui, oui, est très ambitieux, un but de sa personne, il est là parce que c'est la providence, le destin, etc. Mais on le montre aussi fin stratège, qui sait discuter avec les gens politiquement. Je pense que même sur la stratégie militaire, notamment ce qu'on voit à Austerlitz, là aussi on pourra plus entrer dedans dans cette version qui sortira je ne sais pas quand en streaming. Mais grosso modo, bien sûr on le montre comme un peu détestable, mais comme tout homme de pouvoir, pas plus, pas moins que d'autres qu'on aurait pu montrer comme cela. Et on arrive à essayer de craquer sa carapace, parce que c'est vrai qu'il est quand même très froid la plupart du temps, calculateur comme ça, un peu l'image du personnage de Matt Damon dans le dernier duel, ça un peu. Mais oui, quand il est avec Joséphine, et pas que en privé, on sent que voilà, ça se dispute, ça sème. C'est très intéressant parce que ce n'est pas qu'un film sur Napoléon, c'est à la moitié du temps un film sur Napoléon et Joséphine. Très important ça aussi. Ridley Scott aime bien mettre des personnages féminins en avant importants qui ont aussi une importance et une mainmise sur les choses. Ça, il le fait depuis son Alien, hein, franchement. Après Thelma et Louise, tout ça, il y a plein de choses. Et puis le dernier duel récemment. Et là, c'est vrai que sans Joséphine, Napoléon n'aurait peut-être pas eu ce succès-là, etc. On voit l'importance qu'elle a pour lui avec ses missives, hein, les fameuses lettres. Je ne sais pas si elles ont été reprises telles quelles, mais en tout cas, oui, on y croit, cette relation épistolaire. Et puis, bah, il se passe des petits trucs que je ne vais pas spoiler ici si vous n'avez pas vu le film. Je vous laisse une petite surprise quand même. Donc là-dessus, une petite nuance quand même. Napoléon aurait pu être montré plus détestable. Donc, et puis la France aussi, plus négative, mais non, non. Alors évidemment, il y a quelques raccourcis et clichés qui sont dus, je pense, à ce montage très rapide et quelques scènes manquantes. Notamment tout le début, là, ouais, l'histoire avec Robespierre, tout ça, bon, pourquoi pas, il y a des choix qui sont faits, là, qui sont critiquables sur le papier, mais sur le plan cinématographique, j'ai envie de dire, tout se tient. Or, peut-être ce moment un peu trop saccadé et rythmé rapidement, où ça manque de respiration, ça manque de pause, ça manque d'installation vraiment. Et ça, Ridley Scott n'a pas eu le choix, il voulait vraiment faire quelque chose de plus de 4 heures, il a fait ce qu'on lui a dit de faire pour que ça puisse sortir en salle quand même. Est-ce qu'il a vraiment supervisé cette version cinéma? J'imagine que oui, et ça se sent quand même parce que ça reste, on va dire, assez lisible, je le disais, et cinématographiquement parlant. Et évidemment, grâce aussi à sa mise en scène, parce que la façon dont il narre les choses, parce que il y a des moments de bataille, alors c'est sûr qu'on les voit pas souvent, enfin c'est pas, on va dire, très très présent, mais je trouve qu'il y a un magnifique équilibre qui se fait dans cette version, en tout cas, entre les moments accession au pouvoir, l'intime avec Joséphine, les blabla militaires à droite à gauche, etc., et ces moments assez épiques, même si c'est rapide, de combat hyper célèbres. Austerlitz, remarquable. Je trouve qu'il y a un grand moment de cinéma, là, avec cette lumière un peu bleutée, très scottienne. Il fait froid, le passage avec la glace, on voit des plans sous-marins où il y a des gens qui tombent. Enfin, il y a toute une idée derrière. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que cette bataille s'est déroulée, mais en tout cas, on a envie d'y croire tel quel. Et pour le cinéma, ça fonctionne. Waterloo aussi, c'est très sympa. Hein, comment les soldats réussissent ou non à contrecarrer, et à attendre et à patienter, parce que c'est ça aussi, il y a des moments, il n'y a pas que l'attaque, il y a aussi savoir résister avant d'attendre les renforts. Il y a ça, il y a des moments mais extraordinaires dans la campagne de Russie aussi, la Moskova, vite fait, mais alors quand il arrive à Moscou, la façon dont... C'est génial, ça c'est le grand moment de cinéma du film, pour moi c'est toute l'arrivée à Moscou, dans cet endroit qui a été désolé, abandonné, l'arrivée au palais du tsar Alexandre, qui est joué d'ailleurs, je crois, par un Français, Édouard Philippona, alors français ou francophone, en tout cas, qui est très bon ce jeune acteur-là, qu'on devrait revoir, parce que là, il crève l'écran sur ces 2-3 apparitions. Mais c'est vrai, voilà, l'arrivée de Napoléon dans ce palais abandonné, avec les pigeons qui chient un peu partout, tiens, ou les colombes, je ne sais pas.
Ça peut rappeler House of Gucci aussi, parce qu'il y avait une histoire de pigeon à un moment, mais bon, voilà. Parce que j'ai revu House of Gucci 2 jours avant, et que c'est le dernier film à date, hein, avant celui-ci. C'est pour ça que je fais un lien. Mais ça c'est beau, vraiment, et c'est fort. Et puis Moscou en feu, tout ça. Et puis les passages sur les îles aussi délocalisées, puisqu'il va être exilé sur l'île d'Elbe, sur l'île de Sainte-Hélène, lui l'insulaire de base, son rapport à la Corse est évoqué déjà, parce qu'il a ce franc-parler, cette idée de s'imposer en France, mais renforcé par des chants corses, il me semble, hein, en tout cas, qui sont mis là, avec une magnifique musique en plus, hein, au niveau de la composition globalement. Il y en a une particulièrement justement sur la Moscova qui est remarquable, vraiment, composée d'ailleurs par Martin Phipps, oui c'est ça, j'ai failli mal lire son nom parce que c'est écrit très loin, là je commence à avoir la vue qui baisse, et oui, je prends de l'âge. Vraiment là-dessus, il y a des choses très fortes, très marquantes, et j'en oublie. Des petits moments aussi, tiens, c'est scotien quoi, quand il y a Napoléon qui revient à un moment d'un exil, et il embrasse la plage française, mais c'est Christophe Colomb en 1492, bien sûr, et d'autres, voilà. Rappelez-vous que son premier film, Les Duellistes, se passait à l'époque de Napoléon, donc niveau photographie, par moments, très peinture tableau, bah, il y a un écho à Kubrick, puisque dans Les Duellistes, c'était Barry Lyndon, et on sait que Kubrick n'a jamais pu faire son Napoléon, donc je pense que Scott y a voulu aussi aller de son hommage, parce que je pense que Kubrick a été très important dans sa cinéphilie, au-delà donc de ce qu'il a créé lui. Donc voilà, c'est un film quand même très complet, il y aurait beaucoup de choses à dire, la performance de Joaquin Phoenix est vraiment bien, Vanessa Kirby aussi, vraiment. J'ai bien aimé Rupert Everett à la fin, dans le Duke de Wellington. Mais ouais, Phoenix, il campe quelque chose. Je pense que vraiment, il va falloir voir cette version plus longue dans quelques mois. Ce sera un autre film, mais c'est celui-ci qu'on juge aujourd'hui. Et je vous avoue que c'est vraiment bien. Voilà, allez le voir, parce que des films comme ça, on n'en voit pas souvent au cinéma. Un film un peu guerrier, biopic, tout ça. Bah, depuis le dernier duel, en termes de grosse production telle quelle, pas tant que ça, justement, je crois qu'on n'en a pas eu d'autres, hein, de mémoire. Donc, Ridley Scott, on a beau lui taper dessus, parce que oui, il fait des déclarations maladroites, tout ce que vous voulez, et bon. Eh ben, merci à lui d'être là pour le cinéma encore, aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez détesté, adoré, si vous êtes mitigé par rapport à l'histoire, vous faites ce que vous voulez, on en discute ensemble, ce sera avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine, ciao.